La voix de Kyle Manning a traversé le terminal animé d'Atlanta comme une lame, froide et tranchante. Je me fiche de savoir qui est ton père. Vous ne monterez pas dans cet avion. En face de lui, Quincy et Sienna Beaumont restaient figés, serrant leurs cartes d'embarquement en première classe. Vêtus des uniformes impeccables de la Wellington Preparatory Academy, l'une des écoles les plus prestigieuses d'Atlanta, où ils ressemblaient à n'importe quel étudiant privilégié prêt à visiter une université. Mais les regards autour d'eux disaient une toute autre histoire. Les passagers à proximité échangeaient des sourires narquois et des regards en coin, imaginant le pire. Deux adolescents noirs. Première classe. Sans doute une erreur. Puis quelque chose a changé. Quincy se redressa. L'incertitude de sa posture disparut. Sa voix, autrefois douce et polie, était désormais claire et maîtrisée. Nous appelons notre père. Elle ne cria pas. Elle ne broncha pas. Mais la force calme de ses paroles suffisait à figer le sourire condescendant de Kyle. Le silence s'installa à la porte 32. Les doigts de Kyle planaient au-dessus de son clavier. La foule devint visiblement mal à l'aise, réalisant que ce n'était pas le genre de famille qu'on humilie sans conséquence. Tout avait commencé comme n'importe quelle autre journée de voyage à l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Une fraîche matinée d'octobre. Un chaos maîtrisé. Le vol 847 pour LaGuardia devait décoller dans 2 heures, et les jumelles Beaumont avaient tout prévu. À 17 ans, elle figurait parmi les meilleurs élèves de Wellington Prep. Quincy avait une moyenne de 4,0 et avait été admise en avance au programme de pré-droit de Columbia. Sienna avait obtenu un score parfait au SAT et des offres de bourse de l'Université de New York. Ce voyage n'était pas seulement une tournée universitaire. C'était une étape importante. Pour la première fois, leur père, Victor Sinclair, leur avait confié la mission de voyager seuls. En utilisant pleinement les ressources de leur nom de famille. Les billets de première classe n'étaient pas une question de statut, mais de sécurité et de dignité. Au comptoir d'Atlantic Premier Airlines, les jeunes filles se sont approchées avec grâce et précision. Leur carte d'embarquement indiquait les sièges 2A et 2B. Leur carte d'étudiante Wellington était impeccable. Elles étaient prêtes. Kyle Manning leva à peine les yeux au début. Mais lorsqu'il vit qui se tenait devant lui, 2 jeunes femmes noires pleines d'assurance et bénéficiant de billets de première classe, son attitude changea. Son ton amical disparut. Sa voix se refroidit. Billets et identification. Quincy répondit poliment en posant leurs documents sur le comptoir. Bonjour. Nous nous enregistrons pour le vol 847 à destination de New York. Kyle ramassa les cartes, lorgnant les numéros de siège. Il les tint à la lumière, les retourna, les inspecta comme s'il s'agissait de contrefaçon. Ça n'a pas l'air correct. Où as-tu trouvé ces billets? Sienna a gardé son sang-froid. Notre père les a réservés directement sur votre site. Il y a un problème? Kyle ne répondit pas. Il prit leurs papiers et disparut à l'arrière. Pendant 15 minutes, les filles restèrent seules tandis que les autres passagers s'enregistraient sans problème. Elles sentaient les regards braqués sur elles. Entendaient les murmures. Sentaient le jugement. Quand Kyle est revenu, il a déposé 2 nouvelles cartes d'embarquement sur le comptoir. Une erreur s'est produite. Vous avez été réaffecté en classe économique. Porte 32. Quincy examina les feuillets. Ses sourcils se froncèrent. Ce ne sont pas les sièges que notre père a achetés. Nous sommes censés être en première classe. Kyle se pencha. Sa voix basse et pleine de venin. Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais il faut que certaines personnes comprennent que la première classe n'est pas faite pour tout le monde. Soyez reconnaissants d'être à bord. Certaines personnes. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Les poings de Sienna se serrèrent. Mais Quincy posa doucement une main sur le bras de sa sœur. Elle savait. La colère des jeunes femmes noires était trop souvent instrumentalisée. Notre père a expressément acheté des billets en première classe, dit Quincy calmement. J'aimerais parler à un superviseur. Le sourire de Kyle se déforma. Le superviseur est occupé. En cas de problème, adressez-vous à la porte. Vaincus mais pas brisés, les jumeaux prirent leur nouveau laissez-passer et s'éloignèrent du comptoir. Les passagers les observaient. Certains avec sympathie, d'autres avec une satisfaction béate. On devrait t'appeler papa, murmura Sienna. Non,
répondit Quincy, calme mais hésitant. Il a cette réunion du conseil d'administration. Il nous a demandé de ne pas l'appeler, sauf en cas d'urgence. Elle marqua une pause, puis ajouta. On s'en occupe. Passons simplement la sécurité. Mais en coulisses, Kyle était déjà au téléphone avec la sécurité de l'aéroport, les présentant comme suspects et les accusant de fraude. Le racisme qu'il venait de subir au comptoir d'enregistrement n'était que le début. À la TSA, les jumeaux s'attendaient à un contrôle de routine. Ils avaient déjà pris l'avion. Ils connaissaient la procédure. Mais quelque chose clochait. Les passagers blancs passaient sans difficulté. Mais ceux qui leur ressemblaient? Pas autant de chance. Sélection aléatoire. Annonça l'agent Madison Pierce. Mais ses yeux avaient suivi les jumeaux dès leur arrivée. On les tira à part. Leurs sacs furent jetés dehors. Chaque objet fut examiné à la loupe. L'agent Pierce avait les mains rudées un ton accusateur. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle sèchement en brandissant l'ordinateur portable de Quincy. « C'est pour l'école. » Les entretiens d'embauche, répondit Quincy. Pierce parcourait les dossiers sans en avoir le droit. Elle haussa un sourcil. De nombreux documents juridiques. Tu es une sorte d'activiste? Ce sont des devoirs pour le gouvernement de la paix. Des dissertations pour des bourses, expliqua Quincy. Mais Pierce ne la croyait pas. Son visage le disait. Elle examina chaque objet comme s'il s'agissait d'une preuve. Puis elle sortit une bouteille du sac de Sienna. C'est quoi ces pilules? De la fexofénadine. Pour les allergies? Dit Sienna calmement. C'est prescrit. L'étiquette est là. Pierce l'ignora et appela quand même un superviseur. Elle transforma un contrôle de routine en scène. La fouille qui suivit fut intrusive et humiliante. Les commentaires virulents sur leurs cheveux et leurs vêtements les donnèrent l'impression d'être des objets d'exposition. Il faut toujours être très prudent avec ce genre de personnes, a déclaré Pierce à un collègue, comme si les filles n'étaient pas là. Une femme blanche à proximité a sorti son téléphone pour enregistrer, mais la sécurité s'est précipitée sur place et l'a forcé à effacer l'enregistrement. Tous les témoins potentiels ont été réduits au silence. À leur sortie, 45 minutes s'étaient écoulées. Leurs affaires avaient été jetées négligemment. L'ordinateur portable de Quincy était rayé. Elles étaient presque en retard. Bon vol, lança Pierce avec une fausse douceur. Dépêchez-vous. Il paraît que la porte 32 n'attend pas. Alors qu'il se précipitait vers le portail. Sienna murmura, il faut qu'on appelle papa. C'est de la folie. Il est en séance à huis clos, répondit Quincy. On s'en occupe. On lui dira ce soir. Ce qu'il ne savait pas, c'est que leur père, Victor Sinclair, n'était pas dans une salle de conférence à l'autre bout de la ville. Il était dans le bureau du PDG d'Atlantic Premier Airlines, effectuant son évaluation mensuelle de la culture d'entreprise. En tant que directeur général de la compagnie aérienne, un titre qu'il gardait secret pour protéger sa famille de l'attention. Il examinait les rapports internes du service client. Ce qu'il lisait le troublait profondément. La discrimination dont ses filles étaient désormais victimes était discrètement documentée dans tous les services. Et c'était pire qu'il ne le pensait. Les jumelles Quincy et Sienna étaient arrivées à l'aéroport, pleines d'excitation à l'idée de leur visite universitaire. Mais cette excitation s'était vite transformée en appréhension. Elles n'étaient pas étrangères aux micro-agressions, mais là, c'était différent. Cela semblait systématique, coordonné. Dès leur entrée dans le terminal, elle l'avait senti dans les regards. Les tons dédaigneux, la froide politesse qui se muait en hostilité. Au Skyways Café, leur tentative de se restaurer avant l'embarquement n'a fait qu'accentuer le malaise. L'hôtesse, Paige Sterling, ne cachait pas son dédain. Elle leva les yeux de son téléphone et demanda d'un ton sec, « Combien ?» D'un ton sec. Dénué de la chaleur qu'elle avait offerte à un couple blanc quelques instants plus tôt. « 2, s'il vous plaît, répondit poliment Quincy. Paige vérifia sa tablette avec un effort exagéré. Il va y avoir environ 45 minutes d'attente. Sienna regarda autour d'elle. Le restaurant n'était pas plein. Mais il y a plusieurs tables libres, remarqua-t-elle en pointant du doigt. Ceux-là sont réservés, rétorqua Paige sans lever les yeux. Quincy a consulté le site web du restaurant sur son téléphone.
votre site indique que vous ne prenez pas de réservation. Il est clairement indiqué premier arrivé, premier servi. Le visage de Paige rougit d'agacement. Eh bien, le site web est obsolète. C'est le cas maintenant. Et toutes ces tables sont prises. Comme par magie, un couple blanc entra derrière eux. Paige changea d'attitude. Elle sourit, prit les menus et les conduisit à l'une des tables supposées réservées. « Excusez-moi, dit Sienna. » La voix tendue par l'incrédulité. « Nous étions là les premiers. Vous venez de dire qu'il n'y avait pas de table. » Paige se retourna, feignant la confusion. « Il y a un problème ?» Le manager arriva, déjà prêt à la confrontation. Son badge indiquait « Lance Morrison ». Son langage corporel indiquait que la décision était déjà prise. « Ces filles perturbent le service ?» s'empressa de dire Paige. Je leur ai expliqué la liste d'attente. Elles exigent une place immédiatement. Ce n'est pas vrai, répondit Quincy d'un ton neutre. Elle nous a dit qu'il y avait 45 minutes d'attente, mais les tables étaient clairement libres, et elle a simplement installé d'autres clients qui sont arrivés après nous. Morrison ne quitta pas les jumeaux du regard. Je comprends que vous soyez contrariés, mais je vous demande de baisser la voix. Nous avons des clients qui essaient de savourer leur repas. Le message était sans équivoque, taisez-vous ou soyez expulsés. De loin, Rosa Kingsley, une serveuse latino, observait la scène avec une inquiétude croissante. Elle s'avança, hésitante. Lance ? Je peux les asseoir. La table 12 vient de se libérer. Ne te mêle pas de ça, Rosa, aboya Teil. Veille sur tes autres clients. Rosa hésita, puis recula. Mais pas avant de glisser sa carte de visite dans la main de Quincy. Morrison se pencha. Je vous suggère de trouver un autre endroit où manger. Nous nous réservons le droit de refuser le service. Et pour l'instant, vous n'êtes pas le bienvenu. Ils partirent, le cœur lourd, l'acte de courage silencieux de Rosa étant leur seul réconfort. Ils utilisèrent ces bons d'achat pour acheter des encas à un distributeur automatique près de leur porte d'embarquement, ignorant que ce qui les attendait à la porte 32 serait pire. La porte 32 était déjà animée alors que les passagers faisaient la queue pour le vol Atlantique 1er 847 à destination de LaGuardia. Quincy et Sienna vérifièrent leurs cartes d'embarquement. Siège en classe économique 24 et 24F. Mais quelque chose clochait. Quincy parcourut ses emails et trouva la confirmation originale. Papa nous a réservé les sièges 2A et 2B. Première classe. Il nous a menti, murmura-t-elle à Sienna. Kyle Manning a menti. Et maintenant, demanda Sienna. On ne peut pas prendre d'assaut la cabane. On documente tout, dit Quincy. Prenant son ton de capitaine de débat. Il nous faut des preuves. Ils se sont rendus au comptoir du service client, où l'agente Olivia Peton a répondu rapidement à leur demande. Ils ont présenté leur carte d'embarquement et l'email de réservation initiale. Olivia leva à peine les yeux. L'agent d'enregistrement a fait les ajustements, dit-elle. S'il y a eu une erreur. Elle est corrigée maintenant. Mais notre email montre que des sièges en première classe ont été achetés, a insisté Quincy. Ce n'est pas une erreur, répondit Olivia d'un ton calme. C'est un devoir corrigé. Et la première classe est pleine. C'était un mensonge. Un mardi matin, le premier cours était rarement rempli. Olivia avait le pouvoir de corriger la situation. Mais elle ne le ferait pas. Pas pour deux adolescentes noires. Sienna a sorti son téléphone. Olivia a rétorqué, l'enregistrement est interdit. Range-le ou j'appelle la sécurité. Nous enregistrons notre interaction avec le service client, répondit calmement Sienna. Range-le, répéta Olivia. Ils obtempérèrent en échangeant un regard. Le système les bloquait à chaque fois. L'embarquement commença. Ils rejoignirent la file d'attente générale, essayant de garder leur sang-froid. Mais Parker Whitfield, l'agent d'embarquement, avait d'autres projets. Il prit leur carte d'embarquement, les brandit comme des textes sacrés, fronça les sourcils d'un air dramatique, puis annonça, il semble y avoir un problème. Veuillez vous écarter. Quel genre de problème? Demanda Quincy, même si elle connaissait la réponse. Ces laissez-passer semblent avoir été falsifiés, a-t-il déclaré. J'ai besoin d'une pièce d'identité supplémentaire. Sienna a montré sa carte d'étudiante de Wellington Prep. Ils ont le sceau, nos photos,
Les cartes d'étudiants peuvent être falsifiées. J'ai besoin d'un document officiel. On a 17 ans, dit Quincy. On n'a pas de permis. Parker prit sa radio. Sécurité à la porte 32. Des murmures se sont répandus. Des téléphones ont été décrochés. La scène ressemblait à un crime en cours. C'est de la discrimination, dit Sienna avec fermeté. Nous avons des billets et une pièce d'identité valide. Vous nous ciblez parce que nous sommes noirs. Parker rougit. C'est une accusation grave. Avant que la situation ne s'aggrave, une nouvelle voix s'est fait entendre. Que se passe-t-il, Parker? Une femme noire d'une cinquantaine d'années s'est approchée. Simone Bradford. Superviseur. L'espace d'un instant, l'espoir brilla dans les yeux des jumeaux. Mais Simone n'était pas leur allié. Elle avait gravi les échelons de la première ministre de l'Atlantique en évitant la confrontation et en protégeant le système. Un visage noir appliquant des politiques qui affectaient de manière disproportionnée les personnes qui lui ressemblaient. Ces deux-là prétendent que leur laissez-passer était frauduleux. A expliqué Parker. Et Simone, trahissant plus que sa position, dit « Laissez-moi jeter un œil », déformant délibérément la situation. Ils l'accusèrent de discrimination alors qu'elle n'avait fait que respecter les protocoles de sécurité. Simone examina leurs cartes d'embarquement et leurs cartes d'identité avec le même scepticisme que ses collègues blancs. Son expression indiquait clairement qu'elle ne voyait pas de passagers légitimes, elle voyait un problème. Y a-t-il une raison pour laquelle vous ne pouvez pas suivre les procédures d'embarquement standard comme tout le monde, demanda-t-elle, la voix tranchée par le jugement. La trahison l'a frappée comme un coup de poing. Simone aurait dû comprendre. Elle aurait dû voir le schéma tel qu'il était. Mais au lieu de cela, elle a choisi de maintenir le système même qui les avait trahis à maintes reprises. Nous avons suivi les procédures toute la journée, répondit Quincy prudemment. Nous avons été contrôlés à plusieurs reprises, nos billets ont été modifiés illégalement, et maintenant. On nous accuse de fraude simplement parce que nous avons essayé d'embarquer sur le vol réservé. Le visage de Simone se durcit. Je n'apprécie pas votre attitude, jeune fille. Continuez comme ça et je vous refuserai l'embarquement. Le message était clair comme de l'eau de roche, restez silencieux, acceptez les mauvais traitements ou subissez les conséquences. Quincy jeta un coup d'œil à sa sœur. La même lassitude et la défaite se lisaient dans les yeux de Sienna. Elles étaient affamées, épuisées et le temps pressait. Leurs entretiens d'embauche étaient prévus pour le lendemain matin. Rater ce vol signifierait perdre des opportunités pour lesquelles elles avaient travaillé toute leur vie. Bien. Dit Quincy doucement. On embarque. Mais tandis que Parker scannait leur laissez-passer et qu'ils descendaient la passerelle, les deux sœurs enregistraient tout sur leur téléphone. Elles n'allaient pas laisser ça s'arrêter là. Elles ne le savaient pas encore, mais une humiliation ultime les attendait. Et c'est à ce moment-là que la vérité sur la formation d'Atlantic Premier a été révélée. Au bout de la passerelle se tenait Logan Cartwright, le coordinateur des services à bord. Il vérifiait les cartes d'accès avec l'indifférence de quelqu'un qui a fait trop de suppositions pendant trop d'années. La plupart des passagers ont reçu un signe de tête et sont passés. Mais lorsque Quincy et Sienna s'approchèrent, son ton changea. La suspicion revint, suivie d'une certaine hostilité. « Attendez » dit Logan en se mettant sur leur chemin. « Je dois vérifier quelque chose. » Il prit leur laissez-passer, feignant de les comparer à un manifeste imprimé. C'était une mise en scène. Une tactique pour retarder les départs. Les autres passagers devaient maintenant attendre derrière eux. L'embarras était public et calculé. Ces sièges étaient censés être attribués à d'autres passagers, annonça Logan. Sans toutefois fournir de preuves. Il y a une confusion avec vos réservations. La patience de Quincy a été mise à rude épreuve. Il n'y a pas de confusion, a-t-elle affirmé fermement. Nos billets de première classe ont été illégalement déclassés. Nous avons été victimes de harcèlement et de discrimination toute la journée, et nous n'accepterons plus de mensonges. Ces mots ont coupé la tension comme une lame. Logan rougit. Un adolescent noir le défiait si directement que son illusion de contrôle fut brisée. Ça y est, grommela-t-il. Sécurité passerelle 32. Évacuation des passagers requise. Quelques minutes plus tard, deux gardes arrivèrent, Tom Bennett et Frank Miller. Ils entrèrent comme si les jumeaux étaient déjà coupables. « Quel est le problème » demanda Bennett à Logan, sans même prêter attention aux filles.
Il refuse d'attribuer des sièges. Porte des accusations, interfère avec l'embarquement, a affirmé Logan, en inventant une fausse histoire. Nous n'intervenons pas, a déclaré Sienna. Nous voulons juste savoir pourquoi nos billets sont sans cesse remis en question. Miller s'avança, menaçant. Madame, baissez la voix et coopérez. On a coopéré toute la journée. Répondit Quincy, calme mais brûlant de fureur. On nous a fouillés, rétrogradés et humiliés. On en a assez de rester silencieux. Les passagers filmaient maintenant. Certains semblaient choqués. D'autres sceptiques. Il est interdit d'enregistrer les procédures de sécurité, a aboyé Bennett. Un mensonge. Destiné à effacer les preuves. Mais de nombreux passagers ont continué à enregistrer. Sentant que l'incident dépassait largement le cadre d'un conflit d'embarquement. Logan a de nouveau produit un manifeste, prétendant justifier la confrontation. Ces sièges ont été réattribués en raison d'une surréservation, a-t-il déclaré. Le vol n'est pas surbooké, rétorqua Quincy. Il y a des places libres en première classe. On nous expulse parce que vous pensez que nous ne sommes pas à notre place. Ces paroles eurent un effet violent. Le visage de Logan se tordit de rage. Ça suffit. Vous êtes banni de ce vol. Sécurité, escortez-les dehors. Mais Quincy n'avait pas fini. Avec le calme qui lui avait valu d'être la meilleure de sa classe à Wellington Prep. Elle a sorti son téléphone et a commencé à composer des numéros. Nous appelons notre père, dit-elle, sa voix tranchant la tension avec une puissance calme. Elle a mis l'appel sur haut-parleur. Papa, nous sommes à l'aéroport d'Atlanta. Atlantique Premier refuse d'honorer nos billets. Nous avons besoin de ton aide. La voix qui répondit était posée et autoritaire. Quincy, mon cœur. Dis-moi ce qui se passe. Prends ton temps. Logan a essayé d'interrompre. Vous ne pouvez pas passer d'appel sur la passerelle. Monsieur Cartwright lança la voix sèchement. Ici Victor Sinclair. N'interrompez plus ma fille. Silence. Victor Sinclair. Plus qu'un simple parent. Il est le PDG d'Atlantic Premier Airlines. Logan pâlit. Les filles se regardèrent. Stupéfaites. Elles savaient que leur père était important, mais pas à ce point-là. La voix de Victor résonna sur la passerelle. Écoutez mes filles. Ce que vous avez fait aujourd'hui n'est pas seulement mal. Cela va vous coûter tout. La sécurité recula. Logan semblait sur le point de s'effondrer. Les passagers se penchèrent, observant un changement de pouvoir qu'ils n'oublieraient jamais. Quincy, Sienna, continua Victor, posé et autoritaire. Documentez tout. Chaque nom. Chaque mensonge. Chaque témoin. Parce que ça ne s'arrête pas avec des excuses. Ça s'arrête avec un changement. Et à ce moment-là, tout le monde a compris. Ils avaient ciblé la mauvaise famille. Les retombées n'avaient même pas encore commencé. Mais le jugement a eu lieu. Il avait accepté le poste de PDG 6 mois plus tôt. Fort d'un mandat ferme du conseil d'administration visant à transformer radicalement la réputation et la rentabilité d'Atlantic Premier. Ce qu'il avait découvert grâce à une observation discrète était profondément troublant, mais il savait qu'il avait besoin de preuves irréfutables avant d'agir. Cette preuve était désormais là. Apportée de la manière la plus personnelle et la plus douloureuse par l'intermédiaire de ses propres filles. Monsieur Cartwright. Commença Victor d'une voix assurée mais chargée de l'autorité d'un PDG, vous et votre équipe venez de soumettre les filles du PDG à une discrimination raciale systématique. Et surtout, vous avez révélé la manière dont Atlantic Premier traite les clients noirs alors que vous pensez que personne d'important ne vous regarde. Le visage de Logan pâlit. Il essaya de parler. Mais les mots refusèrent de venir. Victor se tourna vers Quincy et Sienna. Ce qui vous est arrivé aujourd'hui n'était pas un hasard. Ce n'était pas une série de malentendus malheureux. C'était un schéma, un système de comportement profondément ancré que cette entreprise a permis, parce que des gens comme M. Cartwright pensait pouvoir traiter certains clients différemment sans en subir les conséquences. Les jumeaux ont peu à peu pris conscience de la gravité de ce qu'ils avaient vécu. Il ne s'agissait pas seulement de maltraitance. Il s'agissait d'une culture d'entreprise qui avait normalisé et institutionnalisé la discrimination. Mais papa, dit Quincy doucement. Si tu es le PDG,
Comment n'as-tu pas su que cela se passait? Victor la regarda avec une honnêteté crue. Parce que les gens réagissent différemment quand ils savent que leur patron les observe. Je me doutais qu'il y avait un problème, mais je devais voir comment les employés traitaient réellement les clients quand ils pensaient que personne ne les tiendrait responsables. Aujourd'hui, je l'ai clairement vu. Dans le terminal, les passagers ont commencé à enregistrer ce qu'ils percevaient comme un règlement de compte d'entreprise qui se déroulait en temps réel. Certains ont semblé honteux, réalisant qu'ils étaient restés silencieux. D'autres ont observé avec stupeur le renversement de la dynamique de pouvoir sous leurs yeux. Logan retrouva enfin sa voix. Monsieur Sinclair, tout cela n'était qu'un malentendu. Nous ne faisions que suivre le protocole de sécurité standard? Victor l'interrompit d'un ton froid comme l'acier. Monsieur Cartwright. J'ai des enregistrements vidéo et audio de tout ce qui est arrivé à mes filles aujourd'hui. Kyle Manning, à l'enregistrement, a déclassé illégalement leurs billets. Madison Pierce, à la sécurité, les a soumises à des fouilles intrusives fondées sur leur origine ethnique. Parker Whitfield, à la porte d'embarquement, a fabriqué de fausses alertes. Et maintenant, vous tentez d'expulser 2 passagers payants qui s'attendaient au service qu'ils avaient acheté. Chaque nom prononcé par Victor leur portait un coup terrible. Les jumeaux comprirent que leur père avait tout observé, traquant chaque injustice en temps réel, recueillant des preuves tandis qu'ils subissaient chaque humiliation. Victor a poursuivi. Et ce n'est pas un cas isolé. J'ai des documents à ma disposition, des rapports du service client, des plaintes pour discrimination, des témoignages d'employés. Tout cela dresse un tableau cohérent, cette entreprise a laissé une culture de préjugés se développer sans contrôle. Soudain, les panneaux de départ du terminal se mirent à clignoter. 1-1. Les vols changèrent de statut, retardés, retour à la porte. Que se passe-t-il? A demandé quelqu'un. La voix de Victor était d'une clarté sinistre. Le protocole d'urgence Alpha a été activé. Tous les avions Atlantique Premier actuellement immobilisés ou à une porte d'embarquement sont rappelés. Les vols déjà embarqués retournent aux terminaux. Toute notre flotte est immobilisée pour une enquête immédiate. L'ampleur de la réaction a plongé le terminal dans un silence stupéfait. Victor venait de fermer l'une des plus grandes compagnies aériennes américaines où plus de 400 avions et plus de 50 000 passagers en réponse à la discrimination dont ses filles avaient été victimes. Monsieur, balbutia Logan, c'est sûrement une réaction excessive à un incident de service client. Un incident de service client, répéta Victor avec une incrédulité glaciale. Mes filles ont été harcelées, humiliées et menacées d'arrestation pour le simple fait d'être jeunes, noires et prospères. Ce n'est pas un mauvais service client. C'est une violation des droits civiques. Une violation qui met en évidence le racisme systémique que cette entreprise dissimule à son conseil d'administration, à ses actionnaires et au public. Les annonces d'urgence résonnaient au-dessus de nos têtes. Des passagers désemparés encerclaient les agents d'embarquement. Les répercussions se sont fait sentir bien au-delà d'Atlanta. Victor a insisté. Je demande à tous les employés qui ont interagi avec mes filles aujourd'hui de se présenter immédiatement aux bureaux administratifs. Nous allons avoir une discussion publique sur la façon dont Atlantique Premier traite les passagers issus des minorités, et elle sera enregistrée pour examen réglementaire. Logan se tourna vers les agents de sécurité, mais il reculait déjà. Personne ne voulait être associé à la tempête qui se préparait. Victor se tourna vers ses filles, d'une voix douce mais ferme. Qu'ainsi. Sienna. Vous ne monterez pas dans cet avion aujourd'hui. Au lieu de cela, vous allez m'aider à changer ce secteur. Parce que ce qui vous est arrivé arrive à des milliers d'autres chaque jour et aujourd'hui, ça cesse. Mais ce que les jumeaux ne savaient pas, c'est que des forces étaient déjà à l'œuvre dans les coulisses pour arrêter leur père et pour protéger le système même qui avait permis leur mauvais traitement. Au même moment où le chaos régnait à l'aéroport Hartsfield-Jackson, une réunion d'urgence se tenait dans la salle de conférence au mur sombre du siège d'Atlantique Premier à Manhattan. Preston Harrington, le principal investisseur de l'entreprise, fixait avec fureur les chiffres sur son écran. Chaque avion cloué au sol coûtait $50 000 de l'heure. Avec plus de 400 avions touchés, les pertes avoisinaient les $20 millions, et elles augmentaient rapidement. Mais ce n'était plus seulement une question d'argent. Les retombées sur la réputation de l'entreprise se faisaient sentir sur les réseaux sociaux et dans les médias. Appelez-moi Stephanie Reynolds aux opérations, aboya Preston. Appelez tous les membres du conseil. Sauf Sinclair.
Preston s'était opposé à la nomination de Victor dès le premier jour. En privé, il arguait qu'un ancien cadre du secteur technologique manquait de compréhension culturelle pour diriger une compagnie aérienne. Ce qu'il voulait dire, sans jamais l'exprimer à voix haute, c'est qu'un PDG noir n'avait pas sa place à la tête d'Atlantic Premier. Maintenant, Victor lui avait donné une occasion parfaite de changer cela. Lorsque Stéphanie répondit, Preston n'hésita pas une seconde. Les filles de Sinclair sont toujours à Denver International. Elles sont à l'origine de cette crise. Je veux qu'elles soient isolées. Stéphanie n'a pas bronché. Elle avait bâti sa carrière en comprenant exactement ce que des hommes comme Preston voulaient, même lorsqu'ils ne le disaient pas ouvertement. Que veux-tu que je fasse? Faites-les disparaître du public. Accordez-leur un accès privilégié, coûte que coûte. Faites-en une sorte de protection, mais tenez-les à l'écart de la presse et des réseaux sociaux. Elle comprit. Il fallait faire taire les jumeaux. Preston a ensuite appelé le responsable informatique. Je veux que toute trace numérique de leur journée soit effacée, journaux de tickets. Images, rapports du personnel. Faites en sorte que cela ressemble à un bug. Mais monsieur, si cela devient légal. Il s'agit de protéger l'entreprise contre un PDG indélicat. Le conseil d'administration vous protégera. Faites-le. En moins d'une heure, la contre-attaque était lancée. Les équipes de communication ont diffusé des articles présentant les jumeaux comme des adolescents perturbateurs. Des témoignages anonymes liés à la compagnie aérienne ont mis en doute leur crédibilité. Des communiqués de presse ont minimisé l'incident, le qualifiant de non vérifié. Pendant ce temps, Stéphanie Reynolds est arrivée à l'aéroport avec une équipe d'agents de sécurité et s'est approchée des jumeaux avec un calme raffiné, presque maternel. Qu'ainsi, Sienna, dit-elle chaleureusement. Je suis Stéphanie Reynolds, vice-présidente des opérations. Je suis profondément bouleversée par ce que j'ai entendu à propos de votre expérience aujourd'hui. Son sourire était sincère. Son ton empathique. Derrière elle, les agents de sécurité attendaient tranquillement. Votre père m'a demandé personnellement d'assurer votre confort et votre sécurité pendant que nous travaillons à résoudre cette situation. Nous avons aménagé notre salon VIP pour vous. Loin de tout ce chaos. Salle de bain privée, sièges confortables, rafraîchissement, tout ce dont vous avez besoin. Qu'ainsi, toujours au téléphone avec Victor, lança un regard mesuré à Stéphanie. Papa, Stéphanie Reynolds est là. Elle veut nous emmener au salon VIP. Il y eut un silence avant que Victor ne réponde, sa voix teintée de suspicion. Mets-la sur haut-parleur. Lorsque Stéphanie entendit la voix de Victor, son sourire faiblit presque imperceptiblement, mais elle se rétablit rapidement. Victor, je suis ravi que nous ayons pris contact. Je tiens simplement à vous assurer que je n'avais aucune idée de tout cela avant de recevoir votre alerte d'urgence. Je suis horrifié. Vraiment horrifié. Et je suis ici pour m'assurer personnellement que vos filles soient prises en charge. C'est très attentionné, Stéphanie, répondit Victor d'un ton soigneusement neutre. Mais mes instructions à Quincy et Sienna étaient explicites. Elles doivent rester à la vue du public dans le terminal principal, où elles pourront être vues par les autres passagers et où toute interaction avec le personnel de la compagnie aérienne sera surveillée. Le sourire de Stéphanie se resserra. Bien sûr. Je comprends votre inquiétude, mais vraiment, avec toute l'agitation et l'attention médiatique qui se rassemblent, il serait peut-être plus sûr et plus confortable pour eux de rester dans le salon. En fait, intervint Sienna, nous sommes plutôt bien ici. Mais merci de votre sollicitude. La façade soigneusement construite de Stéphanie commença à se fissurer. Elle se pencha vers les jumeaux, baissant la voix pour que seuls eux et leur père au téléphone puissent l'entendre. Écoutez attentivement. Votre père a créé une crise majeure pour cette compagnie aérienne. Des milliers de passagers sont bloqués. Des millions de dollars sont perdus. Sa situation devient très précaire. La meilleure décision pour votre famille serait d'accepter discrètement notre hospitalité et de laisser les adultes résoudre cette situation avec professionnalisme. La menace sous-jacente à ces paroles était indéniable. Est-ce une menace pour ma fille, Stéphanie, demanda Victor au téléphone, d'une voix dangereusement basse. Stéphanie se redressa, réalisant qu'elle avait mal calculé. Pas du tout, Victor. Je m'inquiète simplement de leur bien-être dans cet environnement chaotique. Alors tu comprendras pourquoi ils restent exactement là où ils sont,
suivant mes instructions explicites, répondit Victor. Et Stéphanie. La prochaine fois que tu essaies d'intimider mes enfants, vide d'abord ton bureau. Ça t'évitera de revenir récupérer tes affaires plus tard. La ligne fut coupée. Laissant Stéphanie fixer les jumeaux avec une fureur à peine dissimulée. Sans un mot de plus, elle fit demi-tour et s'éloigna, suivie de son équipe de sécurité. Mais les jumeaux ignoraient que Stéphanie appelait immédiatement Preston Harrington, signalant l'échec de l'intimidation directe et recommandant d'adopter des tactiques plus agressives. La bataille s'étendait au-delà de l'aéroport et devenait une guerre plus vaste pour le contrôle d'Atlantic Premier Airlines. Ce qu'ils ne pouvaient pas savoir non plus, c'est que leurs comptes sur les réseaux sociaux étaient déjà attaqués. Avec des publications fabriquées semblant les dépeindre comme des fauteurs de troubles prétentieux qui avaient manipulé leur père pour qu'ils réagissent de manière excessive. Personne ne savait ce qui allait suivre. Calvin eut fixé son écran d'ordinateur au service informatique d'Atlantic Premier. Les mains légèrement tremblantes tandis qu'il traitait les instructions de Preston Harrington. Effacer les images de sécurité et modifier les dossiers des passagers était non seulement contraire à l'éthique, mais potentiellement criminel. Mais la pression du conseil d'administration était immense, et son poste était en jeu. Alors qu'il lançait les protocoles de suppression, une notification est apparue sur son écran. Accès refusé. Protocole de sécurité alpha actif. Calvin fronça les sourcils. Ses privilèges d'administrateur devaient primer sur tous les protocoles de sécurité standards. Il réessaya. Même résultat. Puis il remarqua autre chose. Une petite icône dans le coin de son écran indiquait une surveillance active de son système. Quelqu'un observait chacun de ses mouvements. Son téléphone a sonné. Affichant un numéro inconnu. « Monsieur Hugues », répondit-il d'une voix calme et intelligente. « Ici Quincy Beaumont. Je crois que vous essayez d'accéder aux images de sécurité de l'aéroport d'Atlanta. » Calvin a failli laisser tomber le téléphone sous le choc. « Comment avez-vous obtenu ce numéro ? Comment surveillez-vous mon système ? » « Je suis moi-même un peu programmeur, » répondit Quincy avec une assurance naturelle. « Papa a déjà parlé de toi. Il a dit que tu étais l'une des personnes les plus éthiques du service informatique. C'est pourquoi je t'appelle au lieu de simplement consigner tes tentatives de falsification de preuves. » L'esprit de Calvin s'emballa. Il n'avait pas envisagé que la fille de Victor Sinclair puisse avoir elle-même des compétences techniques. Ni qu'elle s'attendait à des tentatives de la part de l'entreprise pour dissimuler ce qui s'était passé. « Écoutez, c'est un malentendu, » commença-t-il faiblement. « Pas de malentendu. » L'interrompit Quincy. « J'ai rassemblé des preuves toute la journée. Chaque interaction, chaque enregistrement. Chaque modification de ticket est stockée sur des serveurs cloud sécurisés auxquels ni vous ni Monsieur Harrington n'avez accès. J'ai également écrit des scripts qui analysent les réseaux sociaux à la recherche de publications modifiées, soi-disant issues de nos comptes. Saviez-vous que l'usurpation d'identité est un délit fédéral, Monsieur Hugues ? » Calvin sentit la sueur perler sur son front. « Je ne fais que suivre les ordres de Preston Harrington. » « Pas de la part du PDG, » corrigea Quincy. « Vous avez le choix maintenant. Vous pouvez continuer à essayer d'effacer les preuves de discrimination raciale, ce qui est illégal en soi. Ou faire ce qui est juste. » Pendant que Quincy s'occupait du directeur informatique, Sienna avait contacté les témoins qu'ils avaient rencontrés tout au long de la journée. Rosa Kingsley, la sympathique serveuse du Skyway Café, avait immédiatement répondu au message de Sienna. « J'observe le comportement de Lance Morrison depuis des mois », a écrit Rosa. « J'ai joint des enregistrements que j'ai faits en secret, où on le voit tenir des propos racistes à l'encontre de clients après votre départ. Il m'a dit d'arrêter d'aider ces personnes. Car elles n'ont pas leur place dans les établissements de luxe. » D'autres passagers qui avaient été témoins de leur traitement à différents points de contrôle les ont retrouvés sur les réseaux sociaux, envoyant leurs propres enregistrements et déclarations de soutien. Les preuves numériques s'accumulaient, créant un contre-récit au discours d'entreprise que Preston essayait d'établir. Mais l'atteinte à leur réputation s'intensifiait également. Des publications inventées sur les réseaux sociaux, provenant prétendument des comptes des jumeaux, ont commencé à circuler. Les montrant se vantant d'avoir manipulé leur père, tenant eux-mêmes des propos racistes et affichant un comportement prétentieux qui alimentait tous les stéréotypes négatifs. Quincy, anticipant cette tactique, avait déjà contacté Madame Chen, l'administratrice informatique de Wellington Prep, qui l'avait encadrée en programmation avancée.
Ensemble, elles ont vérifié et publié l'historique réel des jumelles sur les réseaux sociaux, avec horodatage et métadonnées prouvant que les publications récentes étaient inventées. Ces faux comptes ont été créés au cours des 2 dernières heures, a publié qu'ainsi sur son compte Twitter vérifié. Les adresses IP mènent au bureau d'Atlantique 1er. Prenez toutes les captures d'écran avant qu'il ne supprime les preuves. La bataille numérique devenait un spectacle public. Des sympathisants férus de technologie ont commencé à analyser les fausses publications, révélant ainsi des tentatives maladroites de diffamation. Parallèlement, les enregistrements authentiques et les témoignages créaient un modèle indéniable de discrimination systématique. Preston Harrington a vu son opération de dissimulation soigneusement orchestrée s'effondrer en temps réel. Non seulement les jumeaux avaient anticipé ses manœuvres, mais ils avaient retourné ces tactiques contre lui, générant une publicité encore plus négative pour Atlantique 1er. Monsieur, rapporta nerveusement son assistant. Le hashtag Atlantique 1er discrimination est en vogue à l'échelle nationale. Nous recevons des milliers de signalements de passagers qui partagent leurs propres expériences de discrimination sur nos vols. Ce qui avait commencé comme une tentative de faire taire 2 adolescents a ouvert les vannes d'une conversation beaucoup plus large sur le racisme dans l'industrie aérienne. Les employés actuels et anciens d'Atlantique 1er ont raconté leurs propres histoires, décrivant une culture d'entreprise où les comportements discriminatoires n'étaient pas seulement tolérés, mais activement encouragés. Calvin eut pris sa décision. Au lieu d'effacer les preuves, il commença à les sécuriser, en plaçant des copies sur des serveurs protégés, inaccessibles même au cadre supérieur. Il envoya un message direct à Victor Sinclair. « Je préserve les preuves, je ne les détruis pas. Je témoignerai si nécessaire. » C'était une décision risquée pour sa carrière, mais alors qu'il regardait l'attaque coordonnée contre 2 adolescents innocents s'intensifier, il ne pouvait plus y participer. Le soir venu, ce qui avait commencé comme une contre-offensive de Preston s'était transformé en soulèvement numérique. Le hashtag était devenu une tendance mondiale. Des passagers aériens du monde entier partageant des expériences similaires de discrimination. La documentation systématique de leur expérience par les jumeaux, combinée aux tentatives évidentes de les faire taire, a créé exactement le type d'authenticité qui a résonné sur les plateformes de médias sociaux. La conspiration du conseil d'administration de Preston s'effondrait. Mais il lui restait une dernière carte à jouer, une réunion d'urgence qui pourrait déterminer non seulement l'avenir de Victor, mais aussi l'orientation d'Atlantique 1er Airlines. Ce qu'ils découvrirent ensuite allait tout détruire. Plusieurs membres du conseil d'administration hochèrent la tête en signe d'approbation, leur inquiétude se lisant sur leur visage tandis que Preston exposait son argument avec une précision minutieuse. Je propose que nous relevions temporairement Victor Sinclair de ses fonctions en attendant une enquête approfondie sur ses agissements d'aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'une question de race, malgré ce que certains médias laissent déjà entendre. Il s'agit d'une question de bon sens commercial et de responsabilité financière. Mais avant que quiconque puisse répondre ou appuyer la motion, le visage de Victor Sinclair apparut à l'écran. Il paraissait calme, posé, mais sa voix avait une nouvelle force qui attirait l'attention. Derrière lui, ce n'était pas son bureau, mais une salle de conférence remplie de dossiers, de graphiques et de plusieurs écrans d'ordinateur. Avant de voter sur la motion de M. Harrington, commença Victor. Je crois que le conseil mérite de connaître toute la vérité. Il appuya sur un bouton. Son flux vidéo changea, révélant une série de documents, de graphiques et de rapports internes qui incitèrent plusieurs membres du conseil à se pencher davantage vers leurs écrans. Ce que vous voyez est un rapport quinquennal complet sur les plaintes pour discrimination déposées contre Atlantique 1er Airlines. Ces plaintes ont été systématiquement étouffées par la direction précédente, nommée alors que M. Harrington était président exécutif. Les chiffres étaient stupéfiants. Les plaintes pour discrimination déposées contre Atlantique 1er étaient 340% plus élevées que la moyenne du secteur. Les enquêtes internes avaient été étouffées. Les rapports dissimulés aux actionnaires et au conseil d'administration. La responsabilité financière et juridique pourrait dépasser 800 millions de dollars. Le visage de Preston devint rouge de fureur. C'est une diversion, aboya-t-il. Votre réaction émotionnelle excessive face à l'expérience de vos filles coûte des millions à cette entreprise. Victor n'a pas bronché. L'expérience de mes filles n'était pas un cas isolé. Elle reflétait une culture de discrimination bien plus profonde et bien ancrée au sein de cette entreprise. Une culture qui comporte d'énormes risques juridiques.
Une culture dont le conseil d'administration n'avait jamais eu connaissance. Il passa à une nouvelle diapositive. Une liste de poursuites en cours. Des enquêtes réglementaires. Des passifs non divulgués enfouis dans des rapports financiers. Il croisa le regard de Preston à travers la caméra. Cela, Monsieur Harrington, constitue une violation du devoir fiduciaire. Le silence s'est installé dans la salle tandis que les implications commençaient à se faire sentir. Elena Kim, la présidente du comité d'audit, a été la première à trouver sa voix. Victor, tu dis que tu savais ça avant aujourd'hui? Lorsque vous m'avez engagé il y a 6 mois pour redresser cette compagnie aérienne, j'ai lancé une enquête interne sur la culture et les pratiques de l'entreprise. J'ai découvert des faits inquiétants, des plaintes étouffées, des lanceurs d'alerte intimidés, un schéma toxique profondément ancré. Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots se poser. Lorsque mes filles ont vécu cette même culture, ce n'était pas la cause de mes actes, mais la confirmation définitive. Les membres du conseil d'administration s'agitèrent sur leur siège. Les soupçons ne portaient plus sur Victor, mais sur Preston. Victor continua. Depuis l'activation du protocole Alpha, nous avons détecté des tentatives de destruction de preuves, d'intimidation de témoins et de diffusion de fausses informations en ligne sur mes filles. Tout porte à croire que ces actes sont directement liés à l'implication de Monsieur Harrington. Le masque de Preston commença à tomber. C'est une tentative désespérée de dissimuler votre incompétence. Continuez à propager ces mensonges, et je vous ruinerai personnellement, Sinclair. Vous, vos filles, tout. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Les yeux de Victor se plissèrent. Merci pour cela, Preston. Je tiens à rappeler à tous que cette réunion est enregistrée. Conformément à l'article 4.7 du règlement intérieur. Souhaitez-vous reformuler votre menace contre mes filles adolescentes, ou devrions-nous la laisser enregistrer? Le piège s'était refermé. Preston y était tombé droit. Les membres du conseil d'administration qui avaient autrefois penché pour sa position reculaient désormais, perturbés par le venin derrière sa menace. Voilà ce qui va se passer, dit Victor d'une voix mesurée et autoritaire. Atlantique Premier mettra en œuvre dès maintenant une initiative anti-discrimination à l'échelle de l'entreprise. Chaque employé suivra une formation obligatoire. Un cabinet indépendant mènera une enquête indépendante sur toutes les plaintes antérieures. De plus, nos informations financières seront modifiées pour refléter toute responsabilité cachée. Il regarda directement la caméra. Quant à votre motion de révocation, je salue le vote. Mais soyons clairs. Si je suis révoqué, je contacterai d'abord la SEC concernant la dissimulation de passifs financiers importants. Ensuite, je contacterai la division des droits civiques du ministère de la Justice pour signaler la discrimination systémique et les tentatives de dissimulation. Aucun membre du conseil n'a appuyé la motion de Preston. Un par un, ils exprimèrent leur soutien au plan de Victor. Même Preston, humilié, fut contraint de s'abstenir. Ce qui avait commencé comme un jeu de pouvoir se termina par sa chute. Mais ce n'était que le début. Le lendemain matin, le scandale de l'Atlantique Premier a fait la une des journaux nationaux. Ce qui avait commencé comme un reportage sur un vol cloué au sol s'est transformé en une enquête approfondie sur le racisme et la corruption en entreprise. Avec la bénédiction de Victor, ces filles ont publié un récit complet de leur expérience. Leur publication, intitulée « Ce qui nous est arrivé chez Atlantic Premier Airlines », relatait les événements de manière chronologique. Elle comprenait des déclarations, des enregistrements audio et vidéo, des horodatages et des documents internes. Le message n'accusait pas. Il présentait des faits. Et cette précision discrète le rendait d'autant plus percutant. En quelques heures, la discrimination à l'égard des Premières Nations de l'Atlantique est devenue le sujet le plus populaire à l'échelle nationale. D'autres victimes se sont manifestées, inondant les réseaux sociaux de leurs propres témoignages. L'avalanche était indéniable. Kyle Manning, l'agent d'enregistrement à l'origine de cette épreuve, a donné une interview désastreuse. Je ne faisais que suivre la procédure, a-t-il insisté. Mais il n'a pas pu citer une seule règle justifiant un déclassement des billets ou un interrogatoire intrusif. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi les jumeaux, sa réponse, « Certaines personnes ne savent pas se comporter en première classe », a été enregistrée. Confirmant les pires craintes du public. Madison Pierce,
l'agente de la TSA qui a effectué la fouille intrusive, a été mise en congé. Des témoins ont décrit une pratique consistant à cibler les voyageurs issus de minorités. Les images de la caméra corporelle, qu'elle prétendait inexistantes, ont été récupérées. Elles montraient tout. Parker Whitfield, l'agent d'embarquement qui avait déclenché de fausses alertes de sécurité, a été démis de ses fonctions. Les plaintes ont afflué, révélant un historique inquiétant de profilage et d'agression. Lance Morrison, le directeur du restaurant, a été suspendu après que Rosa Kingsley a diffusé des enregistrements audio de ses propos racistes. Ces mois de documentation ont contraint la chaîne de restaurants à présenter des excuses publiques. Et dans la suite de l'entreprise, l'empire de Preston Harrington s'est effondré. Les principaux actionnaires ont commencé à prendre leur distance. Les investisseurs institutionnels ont réclamé son départ. L'enregistrement audio où il menaçait les filles de Victor a été diffusé sur toutes les grandes chaînes. Son image, autrefois respectée, était désormais irrémédiablement entachée. Victor Sinclair, quant à lui, tenait une conférence de presse, entouré de ses filles. L'image était forte. Un père noir exigeant des comptes d'une industrie qui avait laissé tomber sa famille. Ce qui est arrivé à mes filles n'était pas une anomalie, a déclaré Victor. C'était le symptôme d'une maladie plus profonde. Une maladie qui prend fin aujourd'hui. Il ne parlait pas en tant que PDG. Il parlait en tant que père. En tant qu'homme refusant de se taire. Et cela a fait toute la différence. Victor a présenté un plan global de lutte contre la discrimination au sein de la compagnie aérienne. Ce plan comprenait une formation obligatoire contre la discrimination pour l'ensemble du personnel, un signalement transparent de chaque plainte pour discrimination, une charte officielle des droits des passagers et la création d'un comité d'examen indépendant doté des pleins pouvoirs pour enquêter sur les plaintes et recommander des mesures disciplinaires. Ce qui a surpris beaucoup de monde, c'est sa décision de ne pas licencier immédiatement les employés qui avaient discriminé ses filles. Un licenciement pourrait apporter une satisfaction momentanée, a-t-il expliqué, mais cela ne résoudrait pas le problème sous-jacent. Ces employés participeraient plutôt à la conception et à la mise en œuvre du nouveau programme de formation anti-discrimination. Pendant cette période, leur salaire serait reversé à des organisations de défense des droits civiques. Le véritable changement, a souligné Victor, passe par l'éducation et la responsabilisation. Et non par la simple sanction. La réaction à l'approche de Victor fut mitigée. Certains saluèrent son engagement en faveur d'une réforme systémique plutôt que de chercher des boucs émissaires. D'autres estimèrent qu'un licenciement immédiat était la seule conséquence appropriée. Mais les jumeaux soutinrent leur père. Il ne s'agit pas de ruiner des carrières, déclara Sienna dans un bref communiqué. Il s'agit de changer un système qui encourage et protège la discrimination. En milieu d'après-midi, l'information était parvenue à la Maison-Blanche. Le porte-parole a confirmé que le ministère des Transports examinerait la conformité d'Atlantic Premier aux lois anti-discrimination. Des membres du Congrès ont réclamé des audiences plus larges sur les préjugés raciaux dans le secteur aérien. Une transformation déclenchée par un simple appel téléphonique à une porte d'embarquement commençait à remodeler le monde de l'aviation. D'autres compagnies aériennes, craignant un effondrement de leur réputation, se sont empressées de mettre en œuvre leurs propres réformes. Mais l'impact ne faisait que commencer à se faire sentir. Si vous pensez que Quincy et Sienna méritent le même respect que tous les autres passagers, tapez « Respect » ci-dessous. 6 semaines après l'incident d'Atlanta, Atlantic Premier Airlines avait changé de visage. Le changement n'a pas été simple. Transformer une culture d'entreprise bâtie sur des décennies de silence et d'inégalité a nécessité bien plus que quelques notes de service et vidéos de formation. Il a fallu repenser la façon dont l'entreprise percevait ses passagers et ses employés. Au centre de formation de la compagnie aérienne à Atlanta, le conseil de responsabilisation formé par Victor était en pleine séance. Il réunissait 20 voix diverses, des experts en droit civique, des responsables du service client, d'anciennes victimes de discrimination et même les employés qui avaient fait du tort aux jumelles. Kyle Manning, mal à l'aise, était assis à la table tandis que Rosa Kingsley racontait ce dont elle avait été témoin. Chaque fois que j'entendais Lance faire des blagues racistes sur les passagers, je mourais d'envie, a admis Rosa. Mais je me taisais parce que j'ai 2 enfants à charge. Je me détestais pour ça. Kyle se déplaça, visiblement mal à l'aise. Après 6 semaines d'ateliers et de témoignages,
Il était enfin confronté à son propre comportement et des actes qu'il justifiait autrefois comme faisant simplement son travail. Je ne me suis jamais considéré comme raciste, a avoué Kyle lors d'une séance difficile. Je pensais simplement suivre les règles. Mais en écoutant ces histoires, j'ai réalisé que j'avais créé des règles différentes pour chaque personne, basées sur des préjugés dont j'ignorais l'existence. Madison Pierce, l'agente de la TSA qui avait soumis les jumelles à un contrôle invasif, avait subi une transformation encore plus profonde. Elle collaborait désormais avec les autorités fédérales pour identifier les biais dans la sécurité aéroportuaire. Je me disais que cibler certains passagers assurait notre sécurité, a-t-elle déclaré dans une interview enregistrée utilisée dans de nouveaux supports de formation. Mais en examinant mes actions, j'ai réalisé que je ne protégeais personne. Je renforçais des stéréotypes. Le changement le plus marquant est venu de Simone Bradford, la superviseure qui avait laissé tomber les jumelles lorsqu'elles avaient besoin de soutien. En tant que femme noire ayant survécu au système en appliquant ces règles, Simone portait un lourd fardeau. Elle a dû prendre conscience de ses torts lors d'une séance du conseil. Lorsqu'une jeune hôtesse de l'air noir a pris la parole. On lui avait conseillé de décolorer sa chevelure naturelle, car elle mettait certains passagers mal à l'aise. Les yeux de Simone se sont remplis de larmes. J'ai tenu exactement ces mots à une nouvelle recrue l'année dernière, a-t-elle admis. Je me disais que je l'aidais à s'adapter au monde réel. Mais en réalité, je lui apprenais simplement à se faire accepter. Le travail du conseil n'était pas symbolique. Atlantique Premier a mis en œuvre l'une des initiatives anti-discrimination les plus solides du secteur. Chaque employé a désormais suivi une formation approfondie sur les préjugés inconscients, la responsabilisation et l'intervention. Un système de signalement sécurisé permettait aux passagers et au personnel de signaler les incidents de manière anonyme. Et pour la première fois, ces signalements ont eu des conséquences concrètes une fois vérifiés. L'entreprise a également procédé à des changements structurels. Elle a repensé ses pratiques de recrutement et de promotion afin de réduire les biais. Les indicateurs de satisfaction client ont été repensés pour garantir l'équité entre tous les groupes démographiques. Plus particulièrement, les primes des dirigeants étaient désormais partiellement liées à la progression des objectifs de lutte contre la discrimination. Les analystes avaient initialement prédit un désastre. Certains avaient prédit qu'Atlantique Premier perdrait jusqu'à 20% de sa valeur boursière pour avoir détourné son attention des opérations vers la réforme sociale. Preston Harrington, évincé du conseil d'administration sous la pression des actionnaires, avait prédit haut et fort l'effondrement de l'entreprise. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit. La satisfaction client a commencé à augmenter pour tous les groupes démographiques. La fidélisation des employés s'est améliorée. Les employés se sentant plus respectés et moins en conflit moral au travail. La fuite tant redoutée des clients professionnels n'a jamais eu lieu. De fait, plusieurs grandes entreprises ont adopté Atlantique Premier, invoquant son éthique comme un avantage commercial. Nous assistons à un phénomène rare, a déclaré Victor lors d'une réunion du conseil d'administration. Lorsqu'on traite les gens avec dignité, lorsque les employés se sentent en sécurité et reconnus, tout s'améliore. La discrimination n'est pas seulement immorale. C'est une mauvaise pratique. Quincy et Siena sont devenus des voix nationales pour la justice. Elles ont pris la parole lors de conférences, conseillé d'autres entreprises et inspiré les jeunes à lutter contre l'injustice avec grâce et courage. Mais leur histoire n'était pas terminée. Dans une semaine seulement, les jumeaux devaient à nouveau prendre l'avion avec Atlantique Premier, d'Atlanta à New York. Même itinéraire. Même aéroport. Même compagnie aérienne. Cette fois, ils revenaient non seulement en tant que passagers, mais aussi comme l'étincelle d'une prise de conscience à l'échelle du secteur. Le monde entier allait les observer. 6 mois après cette première rencontre humiliante, Quincy et Siena Beaumont se retrouvaient à nouveau à la porte 32 de l'aéroport international Hartsfield-Jackson d'Atlanta. La même porte où ils avaient été refusés, mis en doute et renvoyés. Le même terminal où leur dignité avait été mise à l'épreuve. Cette fois, tout était différent. Mais l'épreuve était loin d'être terminée. Tout semblait différent. À la porte d'embarquement, l'agente ou une jeune sud-asiatique nommée Priya Sharma les accueillit avec un sourire chaleureux et vérifia leur carte d'embarquement. « Bonjour, mesdames. New York aujourd'hui ?» Elle leur a rendu leur carte d'identité avec aisance, les traitant comme n'importe quel autre passager.
Sans méfiance, sans tension, sans hésitation. Que du professionnalisme et du respect. Oui, répondit Quincy, encore un peu stupéfait qu'un moment aussi simple et ordinaire puisse paraître si extraordinaire. Ce qui était routinier pour la plupart des voyageurs leur semblait désormais révolutionnaire. Ils embarquèrent sans encombre et prirent place en première classe. Celle qui leur avait été initialement réservée. D'autres passagers passèrent, certains curieux, d'autres indifférents. Mais cette fois, pas de confrontation, pas d'humiliation. Juste la dignité tranquille d'avoir été traités comme ils auraient dû l'être depuis le début. Le changement ne concernait pas seulement les politiques ou les manuels de formation. Il concernait la manière dont les gens étaient perçus. L'espace désormais créé pour la dignité humaine, étendu à tous, et non plus seulement à ceux qui correspondent à un certain modèle. Alors que l'avion roulait vers la piste, Sienna regardait par la fenêtre, la voix pensive. Avez-vous déjà pensé à ce qui se serait passé si nous avions simplement accepté ce premier changement de billet? Parfois, admit Quincy. Mais ensuite. Je me souviens des enregistrements de Rose des propos racistes de Lance. Ou du témoignage de Calvin sur le fait qu'on lui avait ordonné de supprimer des preuves. Et de tous les autres passagers qui se sont manifestés. Elle regarda sa sœur. C'était plus grand que nous. Diane Washington, l'hôtesse de l'air qui annonçait les consignes de sécurité, traversait la cabine avec assurance. Une femme noire aux cheveux naturels autrefois considérée comme « non professionnelle » par les anciennes politiques d'Atlantique Premier symbolisait désormais l'inclusion authentique. Ni performative, ni réticente. Fière, visible et autonome. Alors que l'avion montait vers l'altitude de croisière, les jumeaux étaient assis tranquillement, réfléchissant au chemin parcouru. Ce qui avait été perçu comme un acte de discrimination isolé avait révélé quelque chose de bien plus profond. Mais leur refus de garder le silence avait créé des remous qui se sont transformés en vagues de transformation. Kyle Manning dirigeait désormais des programmes de sensibilisation pour les agents du service client de la compagnie aérienne, partageant ouvertement ses préjugés passés comme un exemple édifiant. Sa transformation de délinquant en défenseur est devenue une puissante leçon de responsabilité et de rédemption. Madison Pierce, autrefois complice de pratiques discriminatoires en matière de sécurité, était devenue consultante fédérale auprès de la TSA. Sa connaissance approfondie des pratiques qu'elle avait autrefois défendues lui a donné la crédibilité nécessaire pour les démanteler. Parker Whitfield a définitivement quitté le secteur aérien. Il s'est inscrit à un master en travail social, consacrant son avenir à aider les autres à affronter leurs propres préjugés. Simone Bradford avait été promue directrice de l'expérience client. Son parcours, de l'aveuglement à la défense active de la justice, lui avait valu une place à la table des négociations sur la réforme nationale des entreprises. Même Lance Morrison, le gérant du restaurant qui avait autrefois refusé de les servir, était devenu un cas d'école en matière de transformation. Sa chaîne a adopté le modèle anti-discrimination d'Atlantique Premier. Et son histoire est devenue un élément central de ses supports de formation. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un changement individuel. Les audiences du Congrès ont contraint le secteur aérien à faire face à des injustices longtemps ignorées. De nouvelles lois fédérales ont imposé aux compagnies aériennes de signaler publiquement toutes les plaintes pour discrimination. Les compagnies aériennes, qui auparavant qualifiaient ces problèmes de rares, ont désormais mis en œuvre des réformes radicales. Pourtant, aucune n'a égalé l'ampleur des changements observés chez Atlantique Premier. Les jumelles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont témoigné devant le Congrès. Elles ont pris la parole dans des universités. Elles ont collaboré avec des groupes de défense des droits civiques. Leur histoire a suscité un débat national sur la discrimination systémique et le pouvoir des individus de la contester. Alors que l'avion entamait sa descente vers LaGuardia, Quincy ouvrit son ordinateur portable et consulta ses notes pour sa présentation à la faculté de droit de Columbia. En première année, elle avait repoussé son admission d'un an pour se consacrer au plaidoyer. Sienna, étudiante à l'école de commerce de l'Université de New York, se concentrait sur l'éthique et la responsabilité d'entreprise. La voix du capitaine parvint dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, nous entamons notre descente vers New York. Au nom de tout l'équipage, merci d'avoir voyagé avec Atlantic Premier Airlines. Nous apprécions votre confiance et nous nous engageons à offrir un service respectueux de la dignité de chaque passager. » Pour les jumeaux, ces mots n'étaient plus vains. Ils représentaient une promesse tenue. À LaGuardia, alors qu'ils sortaient de l'avion, une jeune fille noire,
âgée d'environ 8 ans. S'est approchée d'eux avec de grands yeux. Êtes-vous les sœurs qui ont changé de compagnie aérienne? Quincy s'agenouilla à côté d'elle en souriant. Nous sommes Quincy et Sienna. Comment vous appelez-vous? Zoé, répondit fièrement la fille. Ma mère m'a dit que tu avais fait en sorte que les gens comme nous soient bien traités dans les avions. Sienna cligna des yeux pour retenir ses larmes. Cette petite fille ne connaîtrait jamais la peur qu'ils avaient ressentie autrefois. Elle traverserait les terminaux sans reculer. Elle volerait sans s'excuser. C'est vrai, Zoé, dit Quincy doucement. Et si quelqu'un te traite injustement, n'hésite pas à le dire. Ta voix compte. Zoé hocha la tête avec une détermination silencieuse, puis retourna en courant vers sa famille. Ses parents remercièrent silencieusement les jumeaux avant de disparaître dans la foule. Tandis que Quincy et Sienna avançaient, ils comprirent l'ampleur de ce qui s'était passé. Leur dispute n'était pas seulement une question de fuite. Elle avait créé un espace de dignité là où régnait autrefois le silence. Et les effets d'entraînement ont continué de croître. 1 an après l'incident initial. La transformation d'Atlantic 1er avait inspiré bien plus que des réformes internes. Elle était devenue un modèle pour les entreprises de tout le pays. Plus de 200 organisations avaient adopté des programmes de responsabilisation similaires. Les jumeaux ont fait la couverture du numéro « Futur Leader » du Time. Mais ils n'avaient pas agi pour la gloire. Ils s'étaient mobilisés parce que le système avait échoué et parce qu'ils croyaient qu'il pouvait être reconstruit. Lors d'un sommet d'entreprise à Washington, D.C., Quincy s'est tenu devant une salle remplie de PDG de Fortune 500, de défenseurs des droits civiques et de fonctionnaires fédéraux. La question n'est pas de savoir si la discrimination existe dans votre organisation, a-t-elle déclaré. La question est de savoir si vous êtes prêt à l'affronter et à agir pour y mettre fin. Sa présentation était à la fois pleine d'espoir et de réflexion. Les plaintes pour discrimination dans le secteur aérien avaient chuté de 40%. La satisfaction des passagers issus de minorités avait grimpé en flèche. Mais les données ont également révélé l'ampleur des problèmes et l'ampleur du travail à accomplir. Sienna, désormais fondatrice du Corporate Ethics Institute, a partagé les arguments commerciaux en faveur de la bonne décision à prendre. L'action d'Atlantic 1er a progressé de 60% depuis la mise en place de sa formation sur les préjugés, a-t-elle expliqué. La rétention des employés a augmenté de 30%. La fidélité des clients est plus forte dans tous les groupes. Et l'entreprise a évité plus de 400 millions de dollars de poursuites potentielles. Les chiffres étaient clairs. La justice n'était pas seulement morale. C'était une question de bon sens commercial. Victor Sinclair, ancien dirigeant du secteur privé, était désormais l'un des PDG les plus respectés des États-Unis. Il utilisait les contrats fédéraux pour promouvoir le changement dans l'ensemble du secteur. Nous ne pouvons pas compter sur la bonne volonté, a-t-il déclaré à un panel de dirigeants. Un véritable changement nécessite des incitations structurelles. La discrimination doit être coûteuse. L'équité doit être rentable. Le gouvernement a accepté. Le ministère des Transports a imposé à toutes les compagnies aériennes commerciales des rapports trimestriels sur la discrimination. Le ministère de la Justice a lancé une unité d'audit des préjugés des entreprises. Le OC a obtenu de nouvelles compétences pour infliger des amendes aux entreprises qui fermaient les yeux sur la discrimination systémique. Sur le plan culturel, un changement plus profond s'était produit. L'expression « moment Atlantic 1er » est entrée dans le vocabulaire des affaires, décrivant la révélation de préjugés cachés au sein de toute institution. Les dirigeants considèrent désormais la discrimination non seulement comme un risque pour l'éthique, mais aussi comme une menace pour la survie de leur marque. Quincy et Sienna ne se sont pas limités au secteur aérien. Ils ont collaboré avec des hôtels, des chaînes de distribution et des hôpitaux, appliquant leur modèle à des secteurs où les préjugés discrets étaient depuis longtemps incontrôlés. Leur livre « Quand la dignité exige la justice » est devenu une lecture obligatoire dans les écoles de commerce à travers le pays. Et Zoé, la petite fille à l'aéroport, est devenue le symbole de l'avenir qu'ils construisaient. Un monde où les enfants comme elle pourraient avancer dans la vie avec dignité, sans peur. Un monde remodelé par 2 sœurs qui refusaient autrefois de rester assises sans rien dire lorsqu'on leur disait d'attendre. Mais ils n'ont jamais oublié où leur voyage avait commencé ni les personnes qui les avaient aidés tout au long du chemin. Rosa Kingsley était désormais directrice de la défense des droits des employés chez Atlantic 1er.
où elle dirigeait des programmes encourageant le personnel à signaler les préjugés sans crainte de représailles. Ces enregistrements secrets de comportements discriminatoires ont marqué un tournant, créant des espaces où les témoins pouvaient s'exprimer sans honte ni conséquence. Calvin Hughes avait été promu directeur de la sécurité de l'information. Non pas malgré sa décision de préserver les preuves de discrimination, mais à cause d'elle. Son refus de participer à la dissimulation devint un modèle de leadership éthique qu'Atlantic Premier prônait désormais par-dessus tout. Même ceux qui avaient initialement discriminé les jumeaux ont trouvé la rédemption et un but. Le programme de sensibilisation de Kyle Manning a été adopté par 12 autres compagnies aériennes. Les protocoles de détection des préjugés de Madison Pierce ont été mis en œuvre dans les aéroports de tout le pays. Leur transformation, passant du statut de défenseur des préjugés à celui de défenseur du changement, a prouvé que chacun pouvait évoluer, à condition d'avoir la chance et le soutien nécessaires pour confronter ses actes avec honnêteté. Preston Harrington s'était discrètement retiré de la vie professionnelle. Sa tentative de dissimuler des actes répréhensibles avait détruit sa réputation et son influence. Mais sa chute a envoyé un message qui a résonné dans les rangs de la direction. Les anciennes méthodes de protection des systèmes discriminatoires n'étaient plus viables. Alors que les jumelles se préparaient à recevoir leur diplôme Quincy de la faculté de droit de Columbia, Sienna de la faculté de commerce de NYU, elle repensait au chemin parcouru depuis ce matin d'octobre à Atlanta. Les adolescentes effrayées qui serraient autrefois leur carte d'embarquement, incertaines de pouvoir monter en première classe, étaient devenues des femmes influentes qui remodelaient l'Amérique des entreprises de l'intérieur. Lors de leur dernière présentation universitaire, donnée devant un auditorium bondé d'étudiants venus de toute la ville de New York, ils ont partagé ce que le voyage leur avait appris. La chose la plus importante que nous avons découverte, a déclaré qu'ainsi au public, c'est que les systèmes ne changent pas d'eux-mêmes. Ils changent lorsque les gens cessent d'accepter l'injustice comme une chose normale. Lorsqu'ils documentent ce qu'ils subissent et lorsqu'ils ont le courage de dire la vérité aux puissants. Sienna poursuivit d'une voix claire et posée. Mais le courage individuel ne suffit pas. Un véritable changement nécessite des alliés, des personnes comme Rosa, qui a préservé les preuves. Comme Calvin, qui a refusé de se taire. Comme les passagers qui ont enregistré ce qu'ils ont vu et ont dénoncé. La transformation passe par un mélange de courage personnel et d'action collective. Leur histoire a résonné non pas parce qu'ils étaient extraordinaires, mais parce qu'ils avaient prouvé que des gens ordinaires pouvaient se soulever, défier l'injustice et gagner. Dans le public était assise Zoe Williams, aujourd'hui âgée de 9 ans, la même petite fille qui les avait abordés à l'aéroport LaGuardia l'année précédente. Elle était venue avec le club des futurs leaders de son école, impatiente d'en apprendre davantage sur la justice et le changement. Pour sa génération, l'idée que quelqu'un puisse se voir refuser un service ou être harcelé en raison de sa race semblait presque ancienne, comme refuser le droit de vote aux femmes ou forcer les gens à boire à des fontaines à eau séparée. Ce fut la plus grande victoire de Quincy et Sienna. Pas seulement la refonte des politiques ou le remplacement des cadres, mais la création d'un monde où des filles comme Zoé pourraient grandir en étant convaincues d'avoir leur place dans chaque pièce, dans chaque avion, à chaque table. Après la présentation, tandis que les étudiants et les professeurs se réunissaient pour discuter des moyens de mettre en œuvre le changement dans leur communauté, les jumeaux sortirent sur le campus de Columbia. L'air automnal était vif. Cela leur rappela ce matin d'octobre à Atlanta, où tout avait commencé. « Tu penses parfois à ce que papa a dit ce jour-là » demanda Sienna. « À la façon dont la transformation se fait par le feu ?»« Tous les jours » répondit Quincy. « Mais je pense aussi à ce que nous avons prouvé. Lorsqu'on cesse de se contenter du suffisant. Lorsqu'on exige des institutions qu'elles soient à la hauteur de leurs valeurs, le changement est possible. » Elles se dirigèrent vers le métro. Deux jeunes femmes qui avaient compris que l'arc de la justice ne se courbe pas tout seul vers l'égalité. Il se courbe parce que des gens comme elles s'en saisissent et tirent. Leurs téléphones ont vibré avec une alerte de dernière minute. La Federal Aviation Administration annonce une formation obligatoire sur les préjugés pour tous les employés de l'aviation commerciale basée sur le modèle Atlantic Premier. Sienna sourit. On dirait que notre travail n'est pas terminé. Ce n'est jamais le cas, répondit Quincy. Mais ce n'est pas grave. Chaque génération doit décider, accepter le monde tel qu'il est. Ou se battre pour le monde tel qu'il devrait être. Alors qu'ils descendaient dans le métro, rejoignant la foule de New-Yorkais divers rentrant chez eux. Ils emportaient avec eux une vérité qui avait changé leur vie et qui continuerait à changer celle des autres.
Le courage individuel, combiné à la responsabilité institutionnelle, crée une force qui ne peut être ignorée. Ils avaient commencé comme passagers refusés à l'embarquement. Ils finissaient par devenir des leaders qui avaient contribué à bâtir un monde plus juste. Une politique. Un programme. Un changement d'attitude à la fois. Leur père avait raison, la transformation se produit par le feu. Mais ils avaient découvert une vérité encore plus forte. Si vous refusez de vous laisser dévorer par ce feu, vous pouvez forger quelque chose de plus solide, quelque chose de plus éclatant que tout ce qui existait auparavant. L'appel téléphonique qui a paralysé une compagnie aérienne a bouleversé toute une industrie. La discrimination qui devait les réduire au silence n'a fait qu'amplifier leur voix. Le système qui cherchait à les faire taire a dû les écouter. Et aujourd'hui, dans les salles de réunion, les conseils d'administration, les formations et les projets de loi à travers le pays, on continue d'apprendre la leçon que Quincy et Sienna Beaumont ont donnée au monde. Cette dignité n'est pas négociable. La justice n'est pas optionnelle. Et le changement est toujours possible lorsque quelqu'un ose l'exiger. La transformation était accomplie. Mais la mission ne s'arrêtait pas là. Parce que dans un monde où la discrimination persiste, il reste toujours des portes à ouvrir, des barrières à franchir, des combats à gagner. Et quelque part à Atlanta, à la porte 32 de l'aéroport international Hartsfield-Jackson, des passagers de toutes origines montent à bord, porteurs de la dignité et du respect que chaque être humain mérite. Tout cela grâce à deux adolescentes qui un jour ont refusé d'accepter moins. Merci à tous ceux qui ont tapé, respect, et partagé leur localisation aux quatre coins du monde. Votre soutien mondial signifie tout. Si cette histoire vous a touché et inspiré, abonnez-vous pour rejoindre notre communauté grandissante et nous aider à diffuser des récits de courage et de justice, plus puissants et plus authentiques que jamais. Jusqu'à la prochaine fois. Continuez de croire en la force de la vérité.